Bonjour, bienvenue dans cette capsule numéro 2 de la ligne de commande Windows. Donc aujourd'hui, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire les fichiers d'exécution automatique ou en d'autres mots, les batch files. Donc en fait, qu'est-ce que c'est un batch file ou un fichier d'exécution automatique? Bien, ça porte très bien son nom. Dans le fond, c'est un fichier qu'on va créer avec des lignes de code qui va nous permettre d'exécuter des processus ou des tâches qui peuvent parfois être répétitives ou qui vont nous épargner, dans le fond, de réaliser la même tâche sur plusieurs postes. Donc, quand on pense, par exemple, à une entreprise où est-ce qu'il peut y avoir 1000 ordinateurs, parfois, ça peut s'avérer très pratique d'avoir un fichier qui va faire un travail à notre place au lieu de s'asseoir aux 1000 postes, un à la suite de l'autre, pour faire le même travail. Donc, dans la première capsule, on a déjà vu quelques commandes intéressantes. On va poursuivre sur la même lancée aujourd'hui, en plus de voir comment créer et exécuter des fichiers de type batch ou des fichiers d'exécution de ligne de commande. Donc, la première chose à savoir, ben, ça va être de voir comment on crée ça dans Windows, un fichier d'exécution automatique. C'est assez simple. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est créer un fichier texte à la base. Donc, clic droit sur le bureau, nouveau, document texte. Et ce que je viens faire, c'est que je vais donner un nom à ce fichier-là. Appelons-le test. Et je change l'extension. Donc, je change l'extension .txt pour une extension .bat. Et en faisant ça, Windows va me donner un avertissement, évidemment, comme quoi que je suis en train de modifier l'extension du fichier. Je vais confirmer que c'est bel et bien ce que je veux faire. Et on va se retrouver avec un fichier comme ceci, test.bat. Donc, vous voyez que le logo a changé, ce qui me confirme bel et bien que j'ai modifié l'extension. Faites attention parce que pour être en mesure d'afficher les extensions, il faut aller dans un dossier de l'explorateur Windows, peu importe lequel, et vous assurer dans les options des dossiers, juste ici. Donc, laissez-moi. C'était où déjà? Ah, voilà, visualiser. Et on va descendre un peu. Donc, vous devez décocher la case masquer les extensions des fichiers. Donc, en décochant ça, ça va vous permettre de modifier les extensions au besoin. Donc, voilà pour la petite parenthèse. Maintenant, donc on a un fichier test.bat d'exécution, un fichier qui est vide. Donc, si je l'exécute, on se rend compte que, évidemment, on a une erreur de Windows qui nous dit que il est impossible d'exécuter ce fichier-là. Ben, c'est tout simplement parce qu'il est vide. Donc, pour mettre des lignes de code à l'intérieur, je vais faire un clic droit et je vais venir cliquer sur Modifier. Et on se retrouve avec un écran un peu comme un fichier texte. Donc, et ça va nous permettre de modifier l'intérieur, en fait, les commandes de ce fichier-là. Donc, on se souvient de quelques commandes qu'on a vues dans la capsule numéro 1. Il y avait la commande echo. Donc, si je l'utilise et que j'entre echo, bonjour tout le monde. Donc, la commande echo, si vous vous souvenez bien, c'est dans le fond une commande qui permet d'afficher du texte à l'écran. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait s'imaginer que mon utilisateur va ouvrir ce fichier-là et va être en mesure de lire « Bonjour tout le monde ». Donc, j'enregistre, je ferme et on va exécuter ce fichier-là pour voir le résultat de cette petite commande-là. Donc, j'exécute et il ne se passe rien. Cependant, regardez bien dans ma barre, ici ma barre d'état, on va voir un petit logo apparaître à l'instant d'une seconde. Donc, je vais réexécuter. Oups, on a vu un logo, là, ça apparaît
peut-être une seconde. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est que Windows et l'ordinateur en tant que tel, ainsi que son processeur pour être plus précis, exécutent de façon tellement rapide cette commande-là qu'on n'a même pas le temps de la voir s'afficher. Donc, Windows ouvre la fenêtre, exécute la commande et ferme la fenêtre. Donc, on n'a absolument pas le temps de voir quoi que ce soit. Donc, pour remédier à ce problème-là, je vais modifier mon code et je vais rajouter une commande intéressante qui s'appelle pause. Pause, ça va permettre à Windows, en fait, ça va indiquer à Windows d'arrêter l'exécution des lignes de code à cet endroit-là précis. Ce qui, dans ce cas-là, va nous permettre de voir la fenêtre avant qu'elle se ferme. Donc, si je fais fichier enregistrer et que je double-clique, maintenant, on a une fenêtre complète. Donc, si on examine ce qu'il y a décrit dans cette fenêtre de ligne de commande-là, regardons la première ligne. Donc, on commence par un chemin. Ce chemin-là nous indique d'où la commande a été exécutée. En l'occurrence, ici, on parle de la commande echo. Et donc, on voit que la commande echo a été exécutée à partir de mon bureau. Et on voit la commande elle-même ensuite, donc echo bonjour tout le monde. Donc, ça, c'est la première ligne. Donc, on nous indique depuis où la ligne de commande a été lancée, ainsi que la commande. Et juste en dessous, bonjour tout le monde, c'est quoi ça? C'est le résultat de ma commande. Donc, 3 éléments en tout qui sont affichés. La première, l'endroit où on se trouve dans l'ordinateur. La deuxième, la commande qui a été demandée à Windows. Et la troisième, le résultat de la commande que nous avons demandée. Donc, si on poursuit, ici, j'ai encore l'endroit où nous nous trouvons, la commande qui a été demandée, ainsi que son résultat. Donc, appuyez sur une touche pour continuer. Si j'appuie sur une touche, la fenêtre se ferme. Donc, on voit qu'on commence à avoir un semblant de logiciel, mais est-ce que cette information-là, ici, donc l'endroit où on se trouve dans l'ordinateur, ainsi que la commande que le programmeur a écrite, est-ce que ça constitue des informations pertinentes pour l'utilisateur? Pas vraiment. En fait, nous, ce qu'on voulait à la base, c'est que l'utilisateur soit en mesure de voir cette ligne-là seulement, soit la ligne où est-ce qu'il est inscrit « Bonjour tout le monde ». Comment on fait pour remédier à ce problème-là? C'est-à-dire de cacher la commande que le programmeur a entrée. On va venir modifier encore une fois notre fichier et on va entrer un caractère qui est le A commercial. Le A commercial, son travail, c'est quoi? C'est de mettre la ligne de commande, donc la ligne elle-même où la commande est entrée de façon invisible pour l'utilisateur. Donc, si j'enregistre et que j'exécute, cette fois, on a vraiment seulement les résultats de commande et non plus les commandes au complet. Donc ici, j'ai « Bonjour tout le monde » et ici, j'ai appuyé sur une touche pour continuer qui sont, dans les deux cas, le résultat de commande que j'ai entré. Donc, le A commercial nous permet de cacher l'entrée de la commande et de n'afficher seulement que le résultat. Cependant, ici, c'est un petit programme de seulement 2 lignes que j'ai écrit en 3 minutes. Ça devient problématique lorsque j'ai un programme qui a 100, 150, voire 200 lignes de commande. Écrire un A commercial devant chaque ligne, ça peut s'avérer très répétitif et très lourd. Donc, comment qu'on peut faire en sorte de rendre invisibles les commandes que le programmeur entre, mais une seule fois sans avoir à entrer constamment le A commercial. En fait, il y a une commande qui existe qui est la commande echo off.
La commande echo-off, donc ça va me permettre d'enlever mes A commerciales. Et la commande echo-off, mais ce que ça fait, c'est que ça va rendre les commandes invisibles et seulement afficher le résultat de ces commandes-là. Donc, j'enregistre et je vais exécuter. On va être en mesure de voir ce qui se passe. Donc, regardons le résultat. On a la commande echo-off qui est affichée. Comment ça qu'elle est affichée si j'ai demandé avec la commande echo-off justement d'afficher seulement les résultats? En fait, c'est quand on exécute la commande echo-off, la commande n'est pas encore exécutée. Donc, cette ligne-là va s'afficher forcément. En fait, ce qui va devenir invisible, c'est toutes les commandes suivantes. Dans le fond, toutes les commandes qui suivent le echo-off vont devenir invisibles et vont n'afficher seulement que le résultat. Donc, on voit ici « Bonjour tout le monde » qui est le résultat de « Echo bonjour tout le monde ». Et on voit le résultat de pause qui est justement ce qui est affiché à l'écran quand on entre la commande pause. Maintenant, si je veux cacher la commande echo-off aussi, ce qui m'est possible de faire, c'est d'utiliser le A commercial, comme ceci. Et cette ligne-là, le A commercial echo-off, c'est la ligne que vous allez voir la plus souvent dans tous les fichiers d'exécution automatique. C'est une ligne qui est très connue, donc de tous les programmeurs, parce qu'on va généralement commencer nos programmes comme ça. Pourquoi? Parce que l'utilisateur final n'a pas besoin de voir toutes les commandes qui sont entrées par le programmeur, mais a seulement besoin de voir le résultat de ces commandes-là. Donc maintenant, si j'enregistre et qu'on exécute le programme, maintenant, on a vraiment un résultat qui est optimal, soit bonjour tout le monde, qui est le résultat de mes commandes, ainsi que appuyer sur une touche pour continuer. Donc maintenant, si je voulais rendre ça un peu plus clair pour l'utilisateur, c'est-à-dire séparer le texte de la pause, je pourrais rajouter des échos points. Écho point, dans le fond, ça fait des sauts de ligne. Donc en faisant écho point, j'exécute un saut de ligne à chaque fois. Et si j'exécute ceci, là, on voit qu'on a séparé vraiment le texte. Donc, bonjour tout le monde, de la commande pause, appuyez sur une touche pour continuer. Donc, ça commence à être intéressant de créer des petits programmes comme ça. Mais, d'écrire du texte, bonjour tout le monde, ça peut être intéressant quand un utilisateur ouvre une session, par exemple, pour saluer l'utilisateur. Mais ça ne fait rien de bien particulier. Donc, on va devoir aller un peu plus loin dans notre théorie sur les commandes utilisables avec la ligne de commande Windows. Donc, ce que je vous propose ici, c'est une petite entrée à la matière sur les variables. D'abord et avant tout, qu'est-ce qu'une variable? Une variable, c'est un contenant. Donc, une variable, c'est un contenant dans lequel on va mettre évidemment un contenu. Et la plus belle comparaison que je peux vous faire pour ça, c'est les fameux contenants Ziploc ou les fameux contenants de style Tupperware que vous utilisez probablement très régulièrement à la maison ou dans la vie de tous les jours pour y mettre toutes sortes de choses. Donc, disons que la variable, ça se trouve être mon contenant de type Tupperware. Dépendamment des jours, dépendamment du moment de l'année, à l'intérieur de ce contenant-là, vous allez mettre des aliments différents, des repas différents. C'est la même chose pour les variables. Donc, en fait, on utilise le contenant pour y mettre des choses différentes. Et quand on a besoin de ce qui se trouve à l'intérieur, on ouvre tout simplement le contenant. Donc, comment qu'on fait ça?
Il y a une commande qui permet de définir des variables. Et cette commande-là, c'est la commande set. Donc, les variables, en passant, c'est un principe, c'est un concept qui est utilisable avec tous les langages de programmation que vous allez rencontrer dans votre vie. Qu'il s'agisse de C++, de PHP, de Java, tout ce que vous allez utiliser comme langage de programmation aura des variables. Donc, je pourrais faire, par exemple, une variable, donc set va me permettre de créer mon contenant. Donc, disons que j'appelle mon contenant var1 pour variable 1. Et je vais lui dire, ça l'égale Gabriel. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini une variable, un contenant. Ce contenant-là, je l'ai appelé var1 et à l'intérieur du contenant, j'ai mis une donnée et cette donnée-là, c'est Gabriel. Vous me direz que, en fait, peut-être qu'en ce moment, vous ne voyez pas tout à fait l'utilité encore de la variable. On va regarder ensemble un exemple concret. Donc, disons que mon logiciel que je veux faire, son objectif, c'est de prendre un chiffre que l'utilisateur va entrer pour le diviser tout simplement par 2. Donc, comment qu'on peut réaliser un petit logiciel comme ça? Je vais effacer mes lignes de code jusqu'à echo-off que je vais garder. Et je vais utiliser la commande set avec le commutateur P. Donc, set, en passant, il y a deux commutateurs disponibles. Il y a le P, celui qu'on s'apprête à utiliser, et il y a le A. Set/P, en fait, c'est que ça va demander à l'utilisateur de rentrer la variable. Et set/A, le A, en fait, c'est pour des opérations de type mathématique. Donc, ce qui arrive, c'est que avec la ligne de commande Windows, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités au niveau des variables. On a des variables de type texte, puis on a des variables de type chiffre, tout simplement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la ligne de commande Windows n'a pas été conçue pour faire des opérations mathématiques d'envergure. On ne peut pas se servir de la ligne de commande Windows pour calculer, je ne sais pas, la grandeur de l'univers à la seconde près. Ce n'est pas quelque chose qui est faisable. Donc, la ligne de commande Windows va s'arrêter au nombre entier puis à des petits calculs faciles. Puis on verra pourquoi éventuellement. Donc, je vais dire set commutateur P et je vais appeler la variable chiffre. Donc, en fait, je demande à Windows de me créer un contenant qui s'appelle chiffre. À l'intérieur de ce contenant-là, qu'est-ce que je vais mettre? Ça va dépendre de mon utilisateur. Donc, ce que je fais, c'est que je vais entrer un texte qui va demander à mon utilisateur d'entrer un chiffre. Donc, entrer un chiffre pair, s'il vous plaît. Comme ceci. Donc, ça va demander à mon utilisateur d'entrer un chiffre. Et ensuite de ça, ce chiffre-là va être envoyé dans le contenant qui s'appelle chiffre. Maintenant, j'ai une opération à faire avec ce chiffre-là. Et ce chiffre-là va être variable, justement. Et de là, le nom des variables. Pourquoi qu'on les appelle variables? C'est qu'on ne sait pas en avance ce qui va se trouver à l'intérieur du contenant. Donc, moi, je ne peux pas deviner en avance ce que mon utilisateur va entrer comme chiffre. Donc, ce que je fais pour arriver à faire un calcul avec ce chiffre-là, je vais tout simplement faire un saut de ligne. Et ici, je vais lui dire, je vais dire à Windows, crée-moi une nouvelle variable dans laquelle il va y avoir une opération mathématique. Donc, je dois mettre le commutateur A. Et je vais l'appeler cette variable-là result pour résultat. Et je vais lui dire, le contenant result, il va contenir ma variable chiffre.
Donc, vous aurez compris que pour appeler un contenant, pour dire à Windows « Ouvre le contenant », je dois faire appel à ce contenant-là en mettant des pourcentages de chaque côté. Donc, je lui dis, dans mon contenant result, tu vas prendre le résultat de mon chiffre et tu vas le diviser par 2. Et donc, le contenant result contient le chiffre divisé par 2. Et donc, ce que je vais faire par la suite, c'est retourner le résultat à mon utilisateur en lui disant « Echo, votre chiffre divisé en 2 est égal à... » Et là, vous voyez que je ne mets pas d'accent parce que la ligne de commande ne prend pas en compte les accents. Donc, c'est vraiment, dans le fond, le moins de caractères spéciaux possible pour la ligne de commande. Donc, votre chiffre divisé en 2 est égal à, et je vais appeler ma variable result. Donc, ça fait beaucoup de choses à comprendre rapidement, mais grossièrement, ce qu'on a vu, c'est la commande set. La commande set nous permet de définir des variables. Puis on s'est dit que les variables, en fait, c'est quoi? C'est un contenant. Et ce contenant-là, ben pourquoi on crée un contenant? C'est qu'on ne connaît pas le contenu en avance. Donc ici, est-ce que mon utilisateur va rentrer 10? Est-ce qu'il va rentrer 8? Est-ce qu'il va rentrer 24? Je ne le sais pas. C'est pourquoi je crée un contenant et je dis à Windows d'appeler le contenu de ce contenant-là et de le diviser par 2. Donc, regardons le résultat. Donc, j'exécute ceci. Donc, voilà. Ça me demande entrer un chiffre pair, s'il vous plaît. Disons que je rentre 8. Je fais Enter. Et ça me répond, votre chiffre divisé en 2 est égal à 4. Appuyez sur une touche pour continuer. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver si j'essaie d'entrer un chiffre impair? Donc, je démarre mon logiciel et au lieu d'entrer un chiffre pair comme demandé, je rentre un chiffre impair comme 9 par exemple. La réponse qu'il va me donner, c'est votre chiffre divisé par 2 est égal à 4. Or, on sait très bien que 4 multiplié par 2 est égal à 8. Donc, il manque 1. Le 1 qu'il reste, c'est ce qu'on va appeler généralement en langage de programmation le modulo. Donc, c'est ce qui reste à une division incomplète ou si vous voulez, c'est... en fait, c'est ça. C'est ce qui reste à une division qui est en nombre entier et qu'on n'a pas pu diviser. Donc, maintenant, le modulo, on peut l'afficher si on veut. Donc, comment qu'on va procéder? C'est qu'on va aller modifier ici notre fichier et ce qu'on va faire, c'est que suite à l'entrée du chiffre de notre utilisateur, on va définir une nouvelle variable qui va avoir comme objectif de contenir ce modulo-là. Donc, par exemple, on va lui dire que c'est une variable, bon, bien, premièrement, c'est une variable arithmétique et on va l'appeler, tiens, reste, ou on pourrait même l'appeler, tiens, modulo. Oups, modulo. Et donc, pour obtenir cette valeur-là, c'est une topographie un peu spéciale, pas une topographie, que dis-je, une typographie un peu spéciale, c'est qu'il faut écrire chiffres comme ça, mais les pourcentages, on vient les afficher après et on lui dit le nombre par lequel c'est divisé. Et donc, maintenant, j'ai le restant de cette division-là qui va être contenu dans la variable qui s'appelle modulo. Et si je veux l'afficher, je peux tout simplement venir écrire echo, il reste pourcentage modulo pourcentage.
Et donc, j'enregistre. Maintenant, si je fais une division d'un chiffre impair, comme 9, il me dit votre chiffre divisé par 2 est égal à 4. Donc, 4 multiplié par 2, c'est 8. On sait donc qu'il reste 1 ici. Donc, on a quelque chose d'un peu plus complet. Or, ce qui peut devenir intéressant, comme le logiciel demande d'entrer un chiffre pair et que si l'utilisateur ne respecte pas la demande, on pourrait faire une espèce de détection chiffre pair ou impair. Et c'est ce qui va nous amener vers notre prochaine notion théorique, qui est l'utilisation de conditions. Les conditions en programmation, c'est quelque chose de très fréquent. Et dans ce cas-ci, on va utiliser le if. Donc, if, ou la traduction française si, va nous permettre de valider des choses. Dans ce cas-ci, ce qui nous intéresse, c'est de valider si notre utilisateur a bel et bien entré un chiffre pair comme demandé, parce que c'est vraiment ce qu'on demande. Donc, on va se servir de notre modulo divisé par 2, qui va nous indiquer s'il y a des restes à une division. Et s'il y a des restes à une division, ben c'est qu'on a un chiffre impair. La preuve, c'est que, par exemple, si on met n'importe quel chiffre pair ici, 12, ben, on sait que c'est égal à 6 et il reste 0. Et ça, c'est peu importe le nombre que j'utilise. Donc, si j'utilise, par exemple, le nombre 2458, ben, j'ai le résultat ici et il me reste 0. Donc, à chaque fois que je vais rentrer un chiffre pair, mon reste est à 0. Et c'est ça dont je vais me servir pour valider que j'ai bel et bien un chiffre pair. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle le if, donc comme ça, la commande if. Donc, on vient ici, suite à l'entrée du chiffre de mon utilisateur, je laisse toujours mon saut de ligne pour faire plus propre. Je vais venir inscrire ici, en fait, je vais laisser la définition de cette variable-là, qui est la variable modulo, et je vais venir inscrire if, ma variable modulo, donc if modulo, et là, je vais venir utiliser ce qu'on appelle un opérande. Donc, les opérandes ou les opérateurs de comparaison, appelons-les comme ça. Donc, c'est des opérateurs qui me permettent de vérifier, en fait, de comparer une valeur avec une autre. Et les opérateurs de comparaison, il y en a plusieurs. Il y a cet opérateur-là, qui est l'équivalent de est égal à, donc pour equal. On a cet opérateur-là qui veut dire non égal à, pour non equal. On a ensuite less, ou LSS, pour inférieur à. On a LEQ qui est inférieur ou égal à. On a GTR pour greater, donc vous l'aurez compris, supérieur à. On a finalement GEQ qui est, vous l'aurez compris, supérieur ou égal à. Donc ça, ce sont tous les opérateurs de comparaison. Donc, ils nous permettent de vérifier une variable, en fait, ils nous permettent de vérifier, oui, des variables entre eux, mais ils nous permettent aussi de vérifier un chiffre par rapport à un autre. Bref, c'est ce qu'on va appeler justement, comme je vous dis depuis tantôt, des opérateurs de comparaison. Donc, vous aurez l'occasion de prendre ça en note au besoin de mettre la vidéo sur pause
pour l'instant, j'efface ça puisque ça n'a pas lieu d'être dans mon fichier d'exécution. Donc, ce que je lui dis, c'est si mon modulo est plus grand, donc greater que 0, et là, j'ouvre une parenthèse, parce que cette parenthèse-là, à l'intérieur de tout ça, c'est si la condition est vraie, Windows va exécuter ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, ce que je lui dis, c'est echo, vous avez entré un nombre impair. Donc, si j'ai un modulo, nécessairement Windows va me dire vous avez un nombre impair. Vous avez entré un nombre impair. Donc, ensuite, je ferme la parenthèse. Maintenant, si je laisse ça tel quel, Windows, dans le fond, va seulement m'indiquer ça si j'ai un modulo et va continuer sa suite de commandes par la suite. Moi, ce que je veux, en fait, c'est que si j'ai un nombre impair, je veux que Windows m'affiche ça, mais qu'il ne fasse rien d'autre. Donc, ce que je vais lui dire, en fait, ici, on lui a dit, si ton modulo est plus grand que 0, dis-moi que j'ai un nombre impair. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est entrer else, et je vais ouvrir une seconde parenthèse. Else, c'est l'équivalent de sinon. Donc, par exemple, je lui dis, si ton modulo est plus grand que 0, fais ça. Sinon, fais ce que je vais t'indiquer dans la parenthèse suivante. Donc, else, on veut toujours qu'il affiche le résultat de mon chiffre divisé par 2. On veut toujours qu'il me dit votre chiffre divisé par 2 est égal à. Et ça ici, je vais l'enlever dans le fond parce que je sais que maintenant, il n'y aura plus de modulo. Et on n'oublie pas de fermer la parenthèse. Donc, vous avez remarqué comment j'ai inscrit ça. Hein? Vous voyez qu'il y a une incrémentation là. Donc, on voit que ma condition est là et ce qui se trouve à l'intérieur, c'est décalé par rapport à la marge de ma fenêtre parce que c'est un code de nomenclature entre les programmeurs qui nous permet de comprendre qu'il s'agit de conditions ici. Donc, voilà. Donc, on a une utilisation dans ce logiciel-là de variables et on a rajouté une utilisation de conditions. Donc, j'enregistre et j'exécute ce programme-là. Donc, entrez un chiffre pair, s'il vous plaît. Donc, cette fois-ci, je vais entrer un chiffre impair, 111. Et qu'est-ce que Windows me répond? Bien, il a validé que j'avais un chiffre impair à l'aide du modulo et il m'a dit, vous avez entré un nombre impair. Et il m'envoie directement à la sortie du programme. Donc, il ne se passe rien d'autre. Cependant, si j'entre un chiffre pair, comme 20, ben, on a une petite erreur ici, donc ça va être allé valider. Donc, on a l'exécution, par exemple, du programme se fait. Donc, la suite du programme se fait. Donc, on va aller voir pourquoi il ne m'affiche pas le résultat. Donc, 7/p chiffre, ici, result est égal à chiffre divisé par 2. OK, cool. En fait, je crois que ça ici, je vais devoir le faire avant l'entrée dans la condition. Donc, voilà. Donc, ce que je lui fais, c'est que je lui fais faire sa division par 2, mais je la fais faire avant de valider le modulo. Et je lui fais seulement afficher le résultat ici. Donc, vous allez voir du débogage comme ça, ça arrive assez régulièrement. Donc, si j'entre cette fois-ci mon chiffre pair, et voilà, ça fonctionne. Votre chiffre divisé par 2 est égal à 10 et je suis invité à quitter le programme. Et toujours pour être sûr que je n'ai rien brisé dans le cas où est-ce qu'il y aurait un chiffre impair, si j'entre 15,
ben, on m'a dit vous avez entré un nombre impair. Donc, c'est le principe de base des conditions qui sont valables, qui sont vérifiables, c'est-à-dire à l'aide d'un logiciel en ligne de commande. Donc, voilà pour ce petit exemple-là. On va voir éventuellement aussi qu'il est faisable de vérifier plusieurs conditions à la fois. Donc, en effet, il nous serait possible de vérifier si, par exemple, en fait, on pourrait écrire ici, entrer un chiffre pair est plus grand que, disons, 4. Donc, on pourrait demander à l'utilisateur d'entrer un chiffre pair est plus grand que 4. Et dans le fond, ce que je pourrais faire, c'est venir ajouter une condition supplémentaire. Donc, je pourrais marquer if chiffre est plus grand que 4. Donc, entre dans ma deuxième condition. Donc là, ici, je viens décaler. Et dans le fond, ce que je vais faire, c'est else. Donc, il ne faut pas, ça peut devenir vite mélangeant. Donc, on voit que j'ai toujours mes conditions ici et que là, je travaille sur ma deuxième condition qui est de vérifier si mon chiffre est plus grand que 4. Donc, si ce n'est pas le cas, else, je vais lui dire votre chiffre est plus petit que 4. Donc, je vérifie deux conditions. La première, le chiffre doit être plus grand que 4. La deuxième, le chiffre doit être pair. Donc, si je fais fichier enregistré et que j'exécute ça, entrer un chiffre pair est plus grand que 4, s'il vous plaît. Si j'entre, par exemple, 2, le logiciel s'est éteint, donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ici, chiffre pair plus grand que 4. J'ai peut-être oublié un petit espace. Revérifions. Donc, si j'entre 2, voilà. Donc, j'avais oublié un espace. Votre chiffre est plus petit que 4 et on m'invite à quitter le logiciel. Maintenant, si j'entre un chiffre, si j'entre 4 carrément, ben, je devrais avoir le même résultat. En fait, ici, on me dit qu'il est plus petit, mais il n'est pas plus petit, c'est juste qu'on a indiqué dans nos conditions qu'il fallait que ça soit nécessairement plus grand que 4. Donc, en fait, c'est pas là que je voulais aller. C'est que entrer un chiffre pair est plus grand que 4. Donc, par exemple, si je rentre maintenant 11, bien là, ça me dit que j'ai entré un nombre impair, même s'il est plus grand que 4. Donc, il faut vraiment répondre aux deux conditions. Donc, cette fois-ci, je vais rentrer 12. Et voilà, la division se fait. Donc, votre chiffre divisé par 2 est égal à 6. Donc, on a parlé de variables, de conditions. On a fait quelques exemples ensemble. Évidemment, je vous invite à faire, à essayer ces lignes de commande-là de votre côté nécessairement. Il me reste peut-être il me reste 2-3 petites choses à vous parler. La première, ce sont les variables qu'on va appeler les variables système. Donc, dans Windows, il existe des variables déjà avant même qu'on ait besoin d'en déclarer. Par exemple, si je fais echo
pourcentage date, pourcentage, ben, Windows me retourne la date d'aujourd'hui. Donc, la variable date, c'est une variable qui existe déjà, qui est déjà créée dans Windows. Il existe aussi la variable username. Donc, si je fais echo username, Windows me retourne le nom d'utilisateur qui est actuellement utilisé. Il y a la variable également système qui est, je crois, domaine, user domain, ouais. Donc, user domain qui retourne le domaine sur lequel nous sommes présentement logués. Donc, il y a une panoplie de variables qui existent comme ça dans Windows. Je vous invite à aller les voir. Je vais vous donner un petit lien qui est très utile pour ça. Donc, qui est le lien suivant. Donc, allez voir ce lien-là ici sur Internet, sur le site de comment ça marche. Vous allez être en mesure de voir, dans le fond, toutes les variables système qui existent. Il n'y en a pas une panoplie, mais il y en a quelques-unes quand même, et elles vont être intéressantes à connaître dans un avenir très rapproché, justement dans les prochaines vidéos, où on commencera à voir l'utilisation de ces variables-là dans des contextes différents. Donc, voilà pour les variables, dans le fond, de système. Il existe également des utilitaires, pardon. Donc, on a vu qu'il y avait des commandes en tant que telles directement dans... qu'il y avait des commandes utilisables directement dans Windows, mais il y a vraiment des commandes qui sont vraiment plus spécifiques. Les commandes Windows, c'est un gigantesque monde. Et évidemment, c'est sûr qu'à travers 4-5 capsules, on n'aura pas le temps de tous les voir. Mais un autre lien qui peut s'avérer très intéressant, c'est celui-ci que je vous invite à aller voir. Vous avez une panoplie de commandes Windows à connaître, ben pas à connaître, mais je veux dire à voir. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses faisable à l'aide de la ligne de commande dans Windows. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vous invite, comme je vous disais, à faire l'essai de ces variables, des variables dans la ligne de commande Windows. Je vous invite également à essayer de faire des if, des conditions. Et suite à cette petite capsule-là, ce qui est sûr et certain, c'est que je vais vous jumeler. En fait, je mettrai le lien dans la description peut-être vers un petit travail pratique à faire. Donc, qui va vous permettre de réaliser votre premier batch file.